Bonjour et bienvenue de retour sur la chaîne Oak Island Research. Je suis désolé, ça fait quelques temps que j'ai pas publié une vidéo. J'avais pas beaucoup le temps, puis deux, trois. Je suis tombé malade entre autres, des petites choses comme ça, mais rien de grave. Donc voilà, on va continuer notre série de vidéos. Aujourd'hui, celle-ci s'appelle la solution de la carte de Zina Halpern. Alors, la carte de Zina Halpern, pour rappel et pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, c'est cette carte-ci, donc qui a été découverte par trois personnes qui s'appelaient Don Roux, Zina Halpern et Monsieur Weimar, je crois qu'il s'appelait, dans le salon de Zina Halpern, caché dans un livre qui appartenait au chercheur Bill Jackson. Bill Jackson, qui était décédé quelques années avant, qui avait laissé l'intégralité de sa collection de recherche à Don Roux. Don Roux avait prêté un livre à Zina Halpern, et il s'avère que dans une des doublures des poches arrière du livre, on a retrouvé deux documents, cette carte et un autre document qu'on appelle la formule, qu'on va revoir ensemble aujourd'hui. Donc, dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué le contenu de cette carte. On a ensuite découvert qu'elle se superposait, quand on la mettait à un certain angle et à une certaine dimension, à l'île, et qu'elle épousait certains des marqueurs de l'île. Et la vidéo précédente, on avait vu que Bill Jackson avait des documents sous la forme d'un puzzle qui montrait que sous l'île, il y avait un mécanisme hydraulique qui était chargé par des marées et déchargé par des valves, et qui permettait à un dispositif flottant de monter ou de descendre dans une chambre qu'on appelle en anglais the vault. Et cette chambre, en fait, agit comme une serrure hydraulique qu'on peut commander par un système de valves. On va revoir ce schéma hydraulique dans un instant. Donc une fois qu'on a l'idée que la carte se superpose sur l'île d'une certaine façon et que sous l'île, il y aurait tout un dispositif, il semble que cette carte nous donne des clés pour accéder au dispositif, l'armer ou le désarmer. Et ce qu'on va voir, qui est un petit peu la fin d'une première série de vidéos aujourd'hui, c'est comment trouver l'ensemble de ces points spécifiques au mécanisme souterrain. C'est en fait les clés de commande du dispositif souterrain depuis la surface de l'île qui seraient données par cette carte. Alors, sur la partie en haut à gauche de la carte, qui a été traduit de façon absolument extraordinairement grotesque parfois par nos amis américains ou anglais, bon, c'est intéressant. On remarque quand même qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe et de grammaire dans cette partie de la carte aussi. Je vous en laisse une ou deux. Une qui est intéressante, c'est le marais au milieu. Si vous regardez bien, le marais, c'est pas écrit exactement le marais. Mais ça, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, sur les marqueurs qui sont indiqués sur cette carte, avec différentes terminaisons, des fois c'est des points, des fois c'est des flèches, des fois c'est des triangles, des fois c'est des zigouigouis. Je pense que Michael a mis le doigt dessus quand on a parlé il y a quelques semaines. Je pense qu'il a commencé à comprendre pourquoi les marqueurs étaient différents, mais pareil, on y reviendra, on ne peut pas tout expliquer aujourd'hui. Mais cette carte de Rochefoucauld montre donc le dispositif qui est proposé par le puzzle qui apparaît dans le livre The Scroll of Anteora, qui est le livre de Don Roux, dans lequel il expose toutes les recherches qu'avait fait Bill Jackson à son époque. Et les plus intéressants pour nous, ça va être le trou sous la trappe. Donc il semblerait qu'il y ait un trou sous une trappe à ouvrir. Et d'après le document de puzzle, ce trou sous la trappe actionnerait en fait le siphon de sortie du dispositif pour évacuer l'eau si on veut accéder au dispositif à sec. Donc ça serait intéressant de voir où il est. En fait, ils sont tous intéressants, hein. Ceux qui sont sur la carte sont les essentiels ici à retrouver. La soupape, une valve, les encres pour ancrer la carte sur l'île avec une photo. Nous on utilise Google Earth, mais c'est les encres qui permettent de commencer le travail de positionnement de la carte ou des instructions qu'on a. Il y a le triangle de pierre, ça aussi je ferai une autre vidéo, j'y reviendrai parce qu'on a des photos du triangle de pierre avant qu'il soit détruit. Donc c'est très intéressant. Le chêne entré ici, donc il s'agirait du fameux chêne de la légende initiale des trois jeunes aventuriers qui auraient trouvé une espèce de poulie accrochée à un chêne, et un arbre, un chêne, hein, et sous cette chaîne une dépression d'environ 3 mètres de diamètre qu'ils auraient commencé à creuser, et c'était le fameux Money Pit sur lequel on s'acharne encore aujourd'hui. Et enfin, la voûte en bas de terre, quand j'ai parlé tout à l'heure, c'était pas innocent, du système hydraulique, j'ai parlé, en anglais on appelait ça the vault, c'est la chambre forte, ou c'est
la partie souterraine à jour, enfin où ce système pourrait coulisser et flotter à l'intérieur. Et c'est intéressant ici que dans la carte, on parle de la voûte en bas de terre, donc sous terre, il y aurait une voûte. Et on pense que c'est de ça dont cette carte parle. Donc il y a vraiment des recoupements avec ce document, qui est le document des 7 pièces de puzzle, où on verrait donc le trou sous la trappe, c'est E. Hein, j'avais fait expliquer ça dans la vidéo précédente. Donc le trou sous la trappe, il y aura une chaîne, hein, évidemment, qui serait connectée en l'air et qui permettrait d'ouvrir cette trappe et d'évacuer dans une cavité souterraine l'eau en excès qu'il y aurait dans le mécanisme, si on veut vider l'eau du mécanisme. Ça serait donc la voûte en bas de terre. Ben oui, c'est voûté, c'est comme une voûte, et c'est bien sous terre, donc ça serait cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la soupape je reviens juste en arrière. La soupape, donc la soupape serait ce dispositif ici qui monte et qui descend avec une tige filetée, en bois probablement, ou je ne sais pas, en métal, je ne sais pas. Tige filetée, on voit à peu près la mécanisme de filetage ici, et qui me permettrait, avec, il semblerait que ce soit des couches de cuir, de fermer ici cette partie et de la rendre étanche pour capturer l'eau à l'intérieur du dispositif. Ça, c'est le dispositif aval. Et en amont, on a cette pièce ici qui n'est pas représentée explicitement ou décrite explicitement dans la carte de Zena, alors qu'elle est fondamentale puisque c'est elle qui laisse rentrer l'eau qui vient de l'océan et qui laisse passer l'eau à l'intérieur du dispositif. Et évidemment, si on ferme cette valve et si on ferme cette valve, on a capturé l'eau à l'intérieur. Se pose des questions d'étanchéité à long terme, mais je pense qu'on a trouvé la raison et le mécanisme qui permet de, toutes les nuits, remplir l'eau perdue à cause des fuites mécaniquement en utilisant la marée. Mais tout ça, c'est une autre histoire et ça sera aussi une autre vidéo. Donc voilà ce qu'on cherche. On cherche quoi en fait? Bien, si on regarde bien, ce qu'il nous demande de chercher, en tout cas, c'est la valve. Et la valve, en effet, il y a un accès à la surface. Si on regarde la surface, ça serait peut-être un petit monticule. Et on pourrait trouver la valve en dessous. Il y a un trou sous la trappe. Alors, on imagine aussi qu'en surface, on va pouvoir trouver un mécanisme ou une chaîne qui permet d'ouvrir cette trappe. Je l'explique en des vidéos en anglais et j'insiste, ce dessin n'est pas à l'échelle. Et si ça se trouve, cette distance ici, c'est 150 mètres. Et il n'y avait plus de place sur le dessin pour la poser, parce qu'ils ont dû le faire de gauche à droite, et on voit qu'à la fin, ça manquait un peu de place. Donc attention, on n'est pas du tout à l'échelle, ni verticale, ni horizontale, ni rien. C'est un schéma de principe et un schéma de fonctionnement. C'est pas à prendre au pied de la lettre. La hauteur ici, si en effet on dit que ça c'est 3 pieds, parce qu'à chaque fois qu'on a 3 pieds, ça représente une hauteur de 12 mètres. Je sais pas si ça fait 12 mètres de haut. Enfin, sous terre en plus, ça paraît extraordinaire à creuser. Pourtant, ces dessins se recoupent. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les sources sont complètement différentes. Encore une fois, ce dessin ici, ça provient des recherches de Bill Jackson et il nous explique en partie, faut décoder, mais d'où viennent chacune des pièces de puzzle, alors que ça vient de la maison de Zina Alpern, et c'est encore Bill Jackson qui avait en sa possession cette carte-là. Il avait en possession un troisième document qu'on va voir dans quelques secondes. Alors, l'idée, en effet, c'est de localiser sur la carte précisément où sont ces différents points qui sont indiqués par la carte ici. Pour y arriver, et là c'est tout le travail, je dois saluer Michael, donc sa chaîne c'est Dot to Dot, DOT, le chiffre 2 DOT, chaîne YouTube en anglais évidemment, Michael est américain, et donc c'est mon compagnon de route sur toutes ces découvertes, et là c'est le fruit de son travail là que je vais vous expliquer. Donc premièrement, la croix de Nolan, donc je rappelle ce que c'est la croix de Nolan, c'est des alignements d'énormes rochers d'environ 2 tonnes, qui sont alignés et représentent la figure géométrique suivante. Donc elle va de là à là. Elle existe sur l'île depuis des centaines d'années, mais elle a été mise au jour, découverte, expliquée par un arpenteur qui s'appelait Fred Nolan, qui vivait sur l'île et qui vivait dans cette maison-ci. En fait, c'était sur son jardin, il avait vu déjà le cône, il y a un énorme cône qu'on voit bien encore à marée basse, qu'il avait remarqué, et comme c'est un arpenteur et qu'il avait passé une bonne partie de sa vie à codifier, plutôt à tracer, comme un arpenteur fait, la géométrie de l'île, il s'était rendu compte de ses alignements et de ses distances. Il y a équidistance entre ça et ça.
Il y a des choses particulières à cette croix. Avec Michael, on a réfléchi. En fait, la croix de Nolan peut être étendue. On peut la doubler. C'est-à-dire que si je prends la distance la plus grande du centre de la croix au cône E et que je la reporte de l'autre côté, je trouve l'encre nord. Et si je prends le cône D et que je fais une symétrie, je trouve ce qu'on appelle, nous, le point d'extension à 429 pieds. C'est en pied, on travaille en pied puisqu'on travaille avec mon ami Michael qui est américain. Donc, ce qui est intéressant, c'est la longueur. Quand on prend juste la base de la croix de Nolan, elle fait 722 pieds de pieds modernes américains. Quand on prend le double, donc ça fait le double, 1444 pieds. Et ce qui est très intéressant, donc là je l'ai mis en grand, hein, qu'on la voit bien. Donc les rochers existent, hein, et les coordonnées GPS de chacun de ces rochers nous ont été données par l'équipe de production sur l'île qui tient le show La Malédiction d'Oak Island, avec qui on a été en rapport pendant un certain temps, et qui nous ont fourni certaines informations, contre, évidemment, le fruit de ce que vous allez voir, et c'est pour ça qu'on va clore un chapitre à la fin de cette vidéo. C'est là qu'on en était quand on a discuté avec l'équipe qui est sur l'île. Alors, reprenons, par rapport à la carte. La première chose, l'indice le premier, moi, ce qui m'a fait tiquer assez rapidement sur cette carte, c'est cette partie-là. Le atterrissage, non pas pour la faute d'orthographe, on devrait avoir l'atterrissage, ou de grammaire plutôt. C'est ce qu'il y a en dessous. Ce qu'il y a en dessous qui a été immédiatement interprété par Zina Alpern et par toute la communauté américaine comme une date. C'est donc en 1347, alors il y a deux versions de bêtises qui ont été dites. La première, c'est en 1347 que les Templiers sont venus sur l'île, et donc c'est une énigme templière, etc., etc., etc. Et l'autre, c'était la carte de Zina date de 1347. Là, c'est sûr que non, parce que par le décodage des mots que j'ai fait dans la première vidéo, on se rend compte qu'elle ne peut pas être plus ancienne que 1600 et des brouettes par les mots utilisés à l'intérieur de la carte. Et donc, moi, ça m'a toujours embêté cette histoire de date. C'était pas une date, mais c'était quoi ? Et en fait, j'avais suggéré quelque chose à Michael par le décodage de la structure française. Il l'a travaillé, appliqué brillamment et il l'a trouvé enfin. Regardez la structure, 1 1347. En français, on ne met pas d'article quand c'est 1347. On peut dire 2347, 3447, 4447. Mais pour une date de l'an 1000, on n'utilise pas d'article en français. Ça, c'est une faute. Et on peut se dire c'est une faute parce que la personne parlait très mal anglais. On peut aussi dire c'est une faute parce qu'on voulait attirer notre attention sur ce chiffre. Et on peut aussi imaginer qu'en français, réellement, il y a un cas où on utiliserait cette structure, 1 1347. C'est dans le cas d'une échelle. Une échelle sur une carte est exprimée en 1, 2 points, par exemple 500 millième, qui veut dire que 1 mètre de carte vaudrait 500 000 mètres réels. Et la diction, elle est bien dite comme ça, c'est 1 pour 500 000. Donc moi, j'étais plutôt parti de la structure française sur une échelle, et j'avais communiqué ça à Michael, et il a fini par décoder le truc. Et le jour où il m'a appelé, il y a quelques années, en disant « Regarde, c'est ça », je suis tombé de ma chaise parce qu'il avait eu l'idée suivante. 1347, c'est la longueur sur la croix de Nolan du headstone au cône E, multiplié par 2, soit c'est la longueur de la croix de Nolan étendue, de la croix de Nolan complète, lorsqu'elle est convertie en pieds français d'avant 1668. Il est allé chercher les facteurs de conversion de pieds. Donc le facteur, c'est 1,072 vers le pied américain. Ça veut dire que 1347 pieds français, c'est 1444 pieds américains. Et quelle est la longueur de la croix de Nolan exprimée en pieds américains modernes? Je la remets ici, 1444. Donc en fait, ce 1347, ce 1 1347, qui est sur la carte, nous indique qu'en fait l'échelle de travail va être la croix de Nolan étendue, et ça montre qu'il faut travailler avec la croix de Nolan étendue, avec cette longueur-là, et pas la longueur initiale de la croix de Nolan visible, qui fait 722 plus 293, un peu moins, 176 je crois. En tout cas, il nous dit de travailler avec la longueur étendue, et que c'est ça le rayon, ou la distance avec laquelle on va travailler. C'est comme ça qu'on l'a interprété. Alors, au début, moi j'étais plein de doutes, lui aussi, et vous allez voir que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'était du travail de recherche. Comme tout ce qu'on faisait à l'époque, il n'y avait pas de certitude. Ça a été validé plus tard, lorsqu'on a eu accès, et ça sera le but de prochaines vidéos,
on a eu accès à des surveys, donc des travaux d'arpenteurs, de géomètres. Monsieur Roper, dans les années 30, 1930, on en a des plus vieilles, et qui montrent des choses sur l'île qui n'existent plus. Par exemple, des alignements de pierre, par exemple des triangles d'alignement de monticules de pierre. On a le triangle de Peter's Triangle, le triangle de pierre qui est affiché. Et Michael a fait un job remarquable de réalignement sur une Google Map moderne, une Google Earth moderne. Et en superposant nos travaux qu'on avait fait avec la carte de Zina, on voit que y a des choses qui ont disparu sur l'île, mais qui existent sur la carte de Zina. Des choses qui ont disparu de l'île, mais qu'on sait qui existaient grâce à ces relevés topographiques, et qui, eux, sont indiqués par la carte de Zina. Et ça nous a bluffé, et ça peut pas être inventé, quoi. Donc on a eu, par plusieurs billets de confirmation, la certitude que la carte est correctement dimensionnée et positionnée. Il ne reste plus qu'à travailler ce qu'elle révèle, comme je vais vous le montrer maintenant, et ce qu'elle révèle a été validé par d'autres documents qui n'ont rien à voir et qui sont certifiés, quoi. Donc c'est très intéressant de voir que ce 1347, sur cette carte, travaille directement avec le double de la longueur du corps de la croix de Nolan, ou la valeur de la croix de Nolan étendue. Donc le voilà, le 1444. Je n'ai pas besoin de revenir en arrière, la présentation était déjà très bien faite. Donc ça, c'est vraiment le 1344 ici, nous montre, voilà, une règle, la longueur d'une règle ou la longueur d'un bâton de travail qui va faire 1444 pieds. Là, voilà encore une fois en plein écran. On arrive maintenant au deuxième document qui était caché à l'arrière de ce livre qui a été découvert chez Zina Halpern. Alors, il y a deux versions de ce document. La première version qu'on connaît est uniquement composée de cette partie que j'entoure. Là, c'est deux fois le même écran que j'ai juste retourné, hein, pour qu'on voit une fois le texte qui est adjoint en bas dans un horizontal et une fois la formule en vertical. Eh bien, Joan McInnes, qui est encore en vie, et qui a un frère qui s'appelait Jim McInnes, mais qui est décédé, sont deux enfants descendants de Daniel McInnes, qui était un des 3 premiers découvreurs du Money Pit, et de toute cette histoire, c'est un des 3 premiers gamins qui est cité dans la légende de la découverte de l'île et du puits. Et Joan McInnes raconte dans son livre, d'ailleurs elle est passée dans le show La Malédiction d'Oak Island, et elle a montré ce document qu'elle avait, elle explique dans son livre que de père en fils, et de père en fils uniquement, sont transmis dans la famille McInnes depuis des générations, des documents et une croix en or que je crois que je vous avais montré dans une vidéo précédente, sinon elle reviendra. Je vais vous la remontrer dans une autre vidéo. Et en fait, elle explique que de père en fils sont passés des documents, et comme Jim McInnes, le dernier descendant, est décédé, il n'y avait plus de garçon dans la famille. Il n'avait pas eu d'enfant. Et donc, il a confié à sa sœur sa croix en or, que tous ses ancêtres, avaient porté, et quelques documents, dont celui-ci, qu'elle a produit au show télévisé. Et on a bien vu donc ce document qu'elle a elle-même. Elle n'a pas cette partie-là. Elle. Ça a été rajouté plus tard par d'autres personnes. Donc on a une Joan McInnes qui, de père en fils, depuis des centaines d'années, se transmet des documents, dont cette carte, la formule. Et on a de l'autre côté Zina Halpern qui découvre avec Don Roux, légataire de Bill Jackson, deux documents cachés à l'arrière, dans des pages collées à l'arrière d'un livre, qui sont la carte que l'on connaît maintenant, et ce morceau de papier, où il y a la formule et un texte qui a été rajouté en dessous par rapport à la version de Joan McInnes. Ça renforce énormément la crédibilité de l'histoire, parce que c'est deux personnes différentes, qui ne se connaissent pas, à des époques différentes, et à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, qui ont le même document en main, et qui sembleraient parler de Oak Island. Le contenu du texte ici, je vous le décoderai dans une autre vidéo, puisqu'il a été décodé, et qu'il renforce la théorie qu'on a mis sur pied, et la façon d'accéder au tunnel est décrite là-dedans. En fait, est décrit là-dedans les tunnels, et la voûte, et on reparle d'une voûte, c'est encore décrit ici, mais crypté, et ça on y reviendra plus tard. Revenons à nos moutons, qui sont de déterminer les positions des différents marqueurs proposés par l'île. Si on lit ce texte, qui est écrit en français, ce qui est assez surprenant, premièrement, avant de le lire, on voit ici que la signature c'est Jim McInnes A, parce que to c'est A ouvert, W. David Jackson, et c'est écrit en dessous 1, 2, 7, UN, D-E-S-E-P-T.
Donc Jim McInnes, frère de Johann McInnes, descendant de Donald McInnes, qui était un des premiers découvreurs, qui transmet ce petit bout de document, et peut-être la formule avec, à David Jackson, William David Jackson, le W, et William en anglais c'est Bill, c'est une autre façon de dire William, et c'est donc bien notre Bill Jackson, le chercheur. Donc il semblerait qu'il y ait eu contact entre Jim McInnes, descendant de Donald McInnes, et Bill Jackson, qui avait des documents, notamment les 7 pièces de puzzle. Est-ce qu'il en a transmis une partie en retour, en échange de bons procédés à Jim? On ne sait pas. Mais en tout cas, le texte est là. Alors le texte est particulier, je vais vous le lire. J'ai mis des mois, hein, on a mis ça s'est pas révélé en 3 jours. Avec Monsieur Hayward, enlevé à leur tendre affection, dans sa 80e année, après une longue maladie supportée avec courage, le 7 janvier 1978, le vent se lève, il faut tenter de vivre avec le cemetery, marieux mais barré d'un N ou d'un V. Ça, c'est énigmatique. Moi, j'ai travaillé là sur ce texte en me cassant la tête dessus pendant des semaines avant qu'il y ait eu des petites lumières qui soient allumées. Les petites lumières. Le monsieur Hayward, je crois que je l'ai trouvé, et je l'ai trouvé il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 1 mois et demi, j'ai fait une vidéo en anglais qui s'appelle Le cercle des poètes disparus. Monsieur Hayward, j'en ferai peut-être une un jour, mais pour l'instant, j'ai pas percé, je suis à peu près sûr de mon coup sur les premières constatations, mais j'arrive pas à trouver le sens de mettre tous ces poètes dans cette histoire incroyable, puisqu'il y a Oscar Wilde qui va apparaître dans un autre document de Bill Jackson, et il y a surtout cette phrase-là, le vent se lève, il faut tenter de vivre avec, si on finissait la phrase par avec le cimetière marin, on a la 3e rime en partant de la fin du poème Le cimetière marin de Paul Verlaine. Ce qui permet de dater immédiatement ce texte, puisqu'on sait que Paul Verlaine a écrit Le cimetière marin après 1920, et donc que ce morceau de papier ne peut pas dater d'avant 1920. Donc ça, c'est un rajout moderne, et c'est un rajout moderne qui donne peut-être un code ou une indication complémentaire. À noter, il n'est pas écrit Le cimetière marin, il est écrit tout le texte en français, à part le cemetery, qui est donc cimetière en anglais, et marin s'est transformé en mari. Et ça, pour vous avouer la vérité, on n'a toujours pas compris. Toujours pas compris pourquoi on utilise cemetery. Ça vient peut-être aussi de la résonance avec le mot symétrie, mais que marin s'est transformé en mari, j'ai pas plus de clés, mais je sais qu'il y a une histoire de poète, parce que Hayward était en fait quelqu'un qui traînait dans les années 20 et 30 avec un cercle de poètes à Paris. Il s'appelait John Hayward, et il connaissait Paul Verlaine. Mais j'arrive pas à me dépatouiller des poètes, et on sait en plus, on l'a prouvé, que dans la carte de Zina Alpern, la partie en haut à droite, c'est un alexandrin. Ça résonne, et ça résonne de rimes et de circuits poétiques. Bien, donc ça c'était 2 choses à étudier, mais le plus important est ici. Ce pauvre monsieur Hayward qui a été enlevé à leur tendre affection, il avait 80 ans, et il est mort le 7 janvier 1978. Ça vous rappelle rien? 1978. Il y a une faute. Tout le reste du texte est écrit sans erreur. Quelqu'un qui connaît très bien le français, qui connaît les formes passives, qui conjugue supporté avec maladie qui est féminin, qui comprend la structure, mais qui fait cette erreur de mettre un ici encore. C'est particulièrement étrange, et ça nous rappelle, sur la carte de Rochefoucauld, la distance de 1,1347. Et donc on s'est dit, c'est pas par hasard. Bill Jackson a connaissance de quelque chose qu'il a voulu rajouter à propos de la carte. Il voulait pas le mettre sur la carte, mais il l'a codé ici dans ce petit papier. Parce que ici, la Mary Note, on appelle ça la Mary's Note, ou la note de Marie, puisque c'est signé Marie, la distance de 1,1978. Eh bien, si on utilise le même principe de conversion, j'y arrive plus tard, parce qu'il y a aussi histoire, ici, 80e, on peut imaginer 80 degrés, et c'est un angle qui va confirmer certains emplacements. Donc reprenons, 1,1978, 1978, si j'applique le même facteur de conversion, 1,072 des pieds anciens aux pieds modernes US, j'arrive à 2120 pieds modernes américains. Donc cette distance-là, 2120 pieds modernes, combinée à la distance de 1444 pieds modernes issus du premier document, et avec l'angle de 80 degrés, eh bien on va voir qu'on arrive à répertorier
les items sur la carte. Donc en utilisant le rayon de 1444 pieds appliqué avec comme point de centre des cercles des références qui viennent de la croix de Nolan, on arrive à un certain nombre de cercles. Lorsqu'on utilise la distance de 2120 pieds, qui est donc issue de ce 1978, et qu'on fait la même chose avec d'autres points de la carte de Nolan ou d'autres points établis précédemment, vous allez voir ce qu'on va réussir à établir. Donc c'est parti. Un des points à trouver, c'est le triangle DEUS, ou le triangle 2. On le trouve en croisant deux cercles de 1444 pieds, qui sont issus de points centraux, l'encre nord, l'encre sud. Donc ça, on pourrait dire que c'est un des points de départ. Je prends la carte de Zina, elle me parle d'une encre nord, d'une encre sud à trouver, et elle me donne le 1444 pieds par l'indication du 1347. Donc on a pris le point North Anchor, South Anchor, donc ça c'est la continuité de l'extension de la croix de Nolan, et le Sud Anchor qui est verticalement positionné plein sud, plein nord sur le point d'extension 427, et quand on trace deux cercles avec des rayons de 1344 pieds, on tombe sur ce point que Michael, c'est là qu'il a commencé arbitrairement à se dire mais ça c'est le triangle 2, et qu'on vérifiera plus tard avec des relevés géométriques et topographiques de l'île qui étaient faits dans les années 1930. Donc ça c'est le premier point, le triangle 2. Le trou sous la trappe, eh bien, on va prendre depuis le 429 extension qu'on a fabriqué tout à l'heure en étendant la croix de Nolan, on prend un cercle de rayon 2120 et depuis le côneux, on prend un cercle de rayon 1444 et on va déterminer ce point qui nous on pense, correspond à l'endroit où il y a le trou sous la trappe. La soupape. Alors, la soupape, c'est un peu plus sioux, parce qu'en fait, Michael a compris que quand on a positionné le triangle 2, qu'on a positionné le trou sous la trappe, qu'on a le bas de la croix de Nolan qui est le cône E, ben en fait, on a fait un parallélogramme, et ce parallélogramme, par construction géométrique, va nous donner le point qui est la soupape. Donc, il serait situé exactement là. Donc, elle qui permet de fermer le dispositif. Fermer l'eau et capturer l'eau ou réouvrir l'eau et l'évacuer plus loin dans une cave souterraine qui serait à l'ouest de l'île. Et puis l'entrée des souterrains, ça c'est particulier, c'est qu'une fois qu'on a positionné la carte de Zina, vous savez sur la carte de Zina il y a un cadran comme ça, hein, c'est ce qu'on a appelé la hampe, le centre du cadran, et je vous expliquerai très prochainement ce que c'est la hampe et pourquoi on en a déduit que c'était la hampe. Mais si je prends une ligne à 45 degrés qui part du cône A, ici, elle va passer, une fois qu'on a positionné la carte de Zina correctement, comme on l'a montré tout à l'heure, enfin dans une autre vidéo, elle passe par la hampe, et à 45 degrés, elle intersecte un cercle qui vient aussi de cône E, qui fait aussi 1444 pieds, et qui tombe exactement sur l'entrée du puits, calculée par cette approche, et la carte de Zina. Donc la carte de Zina permet de trouver l'entrée. Alors, ils appellent ça le chêne entrée ici. Donc, on va le voir un tout petit peu plus tard, mais on a un tout petit problème de distance qui se révèle en conjonction avec la formule une fois décodée, mais c'est bien l'endroit où le puits initial était. Et ça, c'est particulier parce que on sait que les chercheurs actuels ont perdu l'entrée du puits. Alors, l'entrée du puits, pendant très longtemps, elle a été située dans cette zone, et pendant plus de 100 ans, 120 ans, il y a plusieurs chercheurs qui se sont filés le tuyau en disant aller dans cette zone-là. Cette saison, aujourd'hui, ils ont énormément creusé cet endroit-là, et ils ont trouvé un système de tunnels en dessous, mais ils n'ont pas conclu sur où est-ce que va le tunnel, etc. Et on sait que l'entrée officielle a été perdue en 270 ans, et on pense vraiment très sérieusement avec Michael qu'on l'a retrouvée, et qu'on l'a retrouvée ici. Et en fait, on va voir plus tard, et je vous donne un petit spoiler, que la formule décodée, le parchemin, la formule décodée, dit qu'une fois rentré dans le puits, il ne faut pas creuser jusqu'au bout, sinon vous allez déclencher le jaillissement de l'eau et l'inondation du puits, mais à 40 pieds, soit 12 mètres,
il faut creuser à 45 degrés, ce qui est exactement cet angle, 45 degrés, pendant une petite distance. Et là, on va trouver un tunnel qui nous amène à la hampe. C'est écrit en toutes lettres, la hampe. Et de la hampe, on va pouvoir fermer le dispositif. Et de la hampe, commence un corridor qui arrive à un certain nombre de pieds plus loin, très loin, sous l'île, qui arrive au vault, donc au coffre-fort hydraulique. J'ai un chat, comme vous pouvez l'entendre, qui connaît très bien Oak Island. Donc voilà un zoom sur cette géométrie qui permet de retrouver l'endroit où est située l'entrée du système de tunnel pour accéder à la hampe et verrouiller l'entrée d'eau. On va voir à la fin, voilà. Donc ça, c'est la carte de Zina telle que sont proposés ces marqueurs. Et vous voyez là la superposition des marqueurs travaillés par Michael, calculés par ces recoupements de cercles. Et on voit que, d'une part, très intéressant, on voit qu'on n'est jamais loin du marqueur proposé par Zina, et on voit qu'on est toujours en tangente. Ça, c'est... Les gars qui ont codé cette carte se sont beaucoup amusés avec des systèmes de tangente. On est vraiment à la tangente de certains de ces marqueurs. On n'est jamais en plein centre, on est toujours au bord. Et donc, l'idée générale de tout ça, c'est il faut rentrer par le Oak Entrance, ici, descendre sur 12 mètres en profondeur, creuser à 45 degrés, et on va raccorder un deuxième tunnel. Ce tunnel va nous amener à la hampe de façon souterraine. La hampe va bloquer un flux d'eau rentrant, flux d'eau qui est capté, comme on l'a vu dans la première vidéo, par 5 boîtes de captage d'eau qui permet de les faire rentrer. Ça, ils ont ouvert le tunnel, hein, on sait qu'il a existé, de l'eau jusqu'au Oak Entrance. Il doit y avoir, en parallèle du tunnel praticable par l'homme, un tunnel d'eau qui arrive à la hampe. La hampe bloque l'eau ici ou l'ouvre. Et puis de la hampe, il y a un corridor. Alors le vault, je ne l'ai pas sur la slide, je la referai parce que on l'a le vault. Hein. En fait, la croix de Nolan, elle est là. Et le vault, il est juste en bas de la croix de Nolan, à environ 40 pieds, quoi, une quinzaine de mètres. Et donc, il y aura un corridor souterrain qui va arriver à la hampe. Donc, l'idée, c'est de fermer ici la valve pour arrêter l'entrée d'eau et la bloquer. Ressortir, courir avec ses petites jambes de l'autre côté, ouvrir le trou sous la trappe, l'ouvrir de telle sorte que l'évacuation d'eau dans une grotte souterraine soit possible. Et très probablement commander la valve ici, il y a un deuxième endroit où il faut revenir, et abaisser la valve pour qu'elle bloque elle-même cette deuxième canalisation qui va de la voûte sous la terre, qui arrive à la valve qui permet d'ouvrir ou fermer. Donc là, il faut l'ouvrir et laisser l'eau s'échapper, vers une espèce de caverne souterraine qui est ici sur l'île. Voilà en tout cas ce que nous décrivent ces différents documents. Ce parcours de combattant là, à faire en dessous et au-dessus de l'île est décrit dans la carte La Formule, qui sera aussi le fruit d'une prochaine vidéo. C'est à la fois extraordinairement, fantastiquement incroyable. On se dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils se sont pris la tête à creuser ça sous l'île? Je pense qu'ils ont utilisé des grottes naturelles et des failles naturelles et des jets d'eau naturels et qui les ont divertis. Mais si ça existe, ça a été créé il y a très longtemps. Si ça existe, c'est une prouesse technologique. Mais d'un autre côté, si ça n'existe pas, il y a beaucoup de gens qui se sont vraiment cassés la tête à inventer un truc qui n'existait pas, à produire des documents sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années, qu'on a retrouvés ici et là, et quand on les met ensemble, ça raconte une histoire. Et j'en ai encore. On va bientôt parler d'enluminures et de manuscrits du XIIIe siècle qui, croyez-le ou non, je vais vous le démontrer, expliquent ce qu'il y a sous Oak Island, le vault, le mécanisme et les entrées d'eau. C'est encore un spoiler. Mais pour l'instant, on en reste là. Voilà ce que la carte nous propose. La carte nous propose d'identifier par construction géométrique avec ses codes 1347 et 1978 la géométrie de l'île. Voilà. Encore désolé d'avoir mis beaucoup de temps à produire cette vidéo par rapport à la dernière, mais on continue notre aventure. Il y a encore plein de choses à découvrir. Et puis, n'oubliez pas de souscrire si vous aimez la chaîne. Et puis, à très bientôt. Merci.